Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir rejoint pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément de notre série Si c'est pour la culture. On a déjà donné. Pour la 4e fois, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Gady. Alexandre Gady, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc historien de l'architecture, nous l'avons dit, mais vous êtes aussi, depuis relativement peu de temps, vous êtes chargé de la préfiguration du musée du Grand Siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que le musée du Grand Siècle? Où cela se passe-t-il? Où cela se passera-t-il? À qui le devons-nous? Et comment ce projet va-t-il se développer? Alors c'est vrai, il y a 2 ans, je me suis fait détacher de la Sorbonne, c'est les privilèges de la fonction publique d'État, et j'ai rejoint le département des Hauts-de-Seine auprès du président qui m'avait appelé, parce que ce musée, cette aventure humaine et culturelle incroyable, elle est le croisement de deux miracles. Le premier miracle, c'est la générosité d'un donateur qui décide au soir de sa vie, il est toujours avec nous, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est pas une donation post-mortem, de donner toutes ses collections personnelles d'œuvres d'art, qui sont très nombreuses, tableaux, dessins et animaux de verre de Murano, c'est plus étonnant, ainsi qu'une très belle bibliothèque de recherche de 50 000 ouvrages, et puis toute une documentation. 300 boîtes de documentation de recherche accumulées pendant 60 ans. Ce personnage, c'est Pierre Rosembert. Pierre Rosembert, ancien directeur du Louvre, membre de l'Académie française, élu au 14e fauteuil qui est celui de Charles Perrault. C'est pour nous qui sommes des amoureux de la littérature et du XVIIe siècle, nous y sommes sensibles. Personnage parisien, grand spécialiste de la peinture française du XVIIe, de Poussin, internationalement reconnu, qui partage sa vie entre Paris et Venise, d'où le tropisme des animaux de verre, où il se repose et il écrit, parce qu'il reçoit encore beaucoup chez lui à Paris comme un ministre. Tout le monde vient le voir, c'est le grand sage de l'histoire de l'art française. Dans une maison tout à fait extraordinaire, où il y a des tableaux jusqu'au plafond. Absolument, il y en a partout, et ces tableaux qu'il a accumulés, il a commencé à collectionner à l'âge de 13 ans, et il a accumulé toute sa vie avec cette... Il est tout le temps fourré dans toutes les salles de vente. Et un jour, le croisant, pensant faire une plaisanterie, je dis « Pierre, mais vous êtes de nouveau là, mais vous pensez quand même pas trouver un poussin ?» Et il m'a regardé, il m'a dit « Et vous en savez quoi ?» Oui, c'est tout à fait son humour et sa façon de répondre. Alors effectivement, il est encore, il achète encore, il continue d'acheter. C'est une passion, une accumulation. Voilà, il n'a pas d'enfants, et donc il a adopté les petits-enfants de sa deuxième épouse, mais il était quand même dans l'idée que la transmission se ferait vers le public. Donc il voulait donner cette collection. Là, il faut dire peut-être une chose, certains auditeurs le savent peut-être, normalement, la règle non écrite, c'est qu'un conservateur ne collectionne pas, notamment les objets sur lesquels il travaille, parce qu'on pense que ça peut créer un conflit d'intérêts, etc. Pierre Rosembert a toujours pensé l'inverse, d'abord parce qu'il a collectionné avant puisqu'il était enfant, lorsqu'il a commencé à collectionner. Sa première acquisition un peu sérieuse, c'est une gravure de Jean Lurçat à 13 ans. Vous voyez, bon, on est tous égaux, mais enfin, pas tout le monde n'a pas cette... voilà. Après, il aime moins Lurçat, il aime plus la gravure, mais enfin, voilà, il a commencé comme ça. Mais son idée, c'est fondamentalement l'inverse, c'est que pour lui, un conservateur qui fait son métier, c'est un conservateur qui achète personnellement. Pourquoi ? Parce qu'il dit que d'abord, c'est une merveilleuse école, mieux que la fac, mieux que l'école du Louvre, parce que vous allez à Drouot, vous allez au Puce, il y a un chef-d'œuvre au milieu de la drouille, comme on dit, et il n'y a pas de cartel, il n'y a personne pour vous dire ça, c'est très, très bien, parce que tout le monde essaye d'acheter ce qui est le mieux, sans parler aux copains, et donc vous êtes face à vous-même, à votre œil, à votre sensibilité, et il faut se lancer avec son propre argent. Et tout d'un coup, la prise de risque, l'adrénaline, l'irrationnel, le pire ennemi d'un collectionneur, c'est lui-même, l'irrationnel évidemment du collectionneur. Tout ça fait que c'est une école de formation pour lui, presque supérieure aux écoles classiques. Et au fond, pour lui, il est désespéré de voir que les jeunes conservateurs ne sont plus à Drouot, ne sont plus le samedi, dimanche au Puce. Et c'est vrai, sans doute que c'est... Alors après, il y a Internet, il y a tout à changer, bien sûr, avec les ventes en ligne, mais pour lui, c'était une école, et on le croise encore à Drouot avec son écharpe rouge. Donc ça, je trouve ça assez merveilleux. Hein. C'est une école de la vie artistique. Donc ça, c'est le premier miracle, c'est tout donner. C'est aussi un homme qui a été marqué profondément par les drames du XXe siècle, bien sûr. Hein. Sa famille vient d'Allemagne. Vous pouvez imaginer pourquoi pendant l'entre-deux-guerres. Il est né en 1936 à Paris. Il a passé son enfance caché dans des fermes du Sud-Ouest, juste parmi les nations, des paysans qui voient toujours aujourd'hui. Donc il y a une fidélité très forte, mais il y a aussi le sentiment des drames de la vie, des drames du XXe siècle, de la possibilité de la destruction.
totale d'un peuple, d'une culture. Donc je crois que ça, c'est sans doute, je m'avance peut-être un peu, c'est comme ça que je ressens. Et c'était très fort dans le lien avec Patrick Devedjian, parce que le deuxième nom qu'il faut citer, bien sûr, l'homme extraordinaire qu'on a eu la chance de connaître et qui malheureusement nous a quittés au début du Covid, Patrick Devedjian, c'est le second miracle de cette aventure. C'est qu'en face de Pierre Rosembert, il faut trouver la personne qui accepte la donation. Et vous savez, quand vous faites une donation, ça a une valeur assez importante, la donation Rosembert, mais il faut mettre encore plus d'argent sur la table pour la faire fructifier. On ne va pas se contenter d'accrocher les œuvres dans un bâtiment. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut monter un projet, trouver un lieu, avancer, recruter du personnel, acheter aussi d'autres tableaux, d'autres objets. Donc c'est une aventure qui financièrement est importante. Donc Pierre Rosembert n'avait pas trouvé le bon interlocuteur. Il avait même échoué dans un projet assez beau, mais un peu loin de Paris, un peu isolé, aux Andelys. Pourquoi les Andelys ? Parce que c'est naturellement le village où est né Poussin, donc il avait cette passion poussinienne qui fait qu'il avait choisi les Andelys. Bel endroit, mais vraiment isolé, petite collectivité locale, donc compliqué évidemment. Et la rencontre avec Patrick Devedjian s'est faite, et Patrick Devedjian a dit banco, moi je prends parce que, comme il disait, nous on est riches dans les Hauts-de-Seine, donc faut dépenser l'argent, et où ? Dans la culture. Et donc Patrick Devedjian a topé, si j'ose dire, avec Pierre Rosembert au début de l'année 2019 pour accepter, au nom du département des Hauts-de-Seine, la donation. C'est merveilleux de dire ça, mais on a tous peut-être croisé des élus dans notre carrière ou dans notre vie. On a vu des gens intéressants, souvent intelligents, forts, puissants, cultivés quelquefois, souvent la littérature, un peu moins de l'histoire. Pour ce qui est des arts visuels, comme on dit les beaux-arts, quand même moins. Alors peut-être certains, une posture d'art contemporain, dont ils ont fait un ADN, comme Pompidou par exemple. Mais enfin, moi ce qui m'a frappé avec Patrick Devedjian, et que j'ai eu la chance de fréquenter pendant 1 an, d'assez près, c'est qu'on pouvait discuter de Philippe de Champaigne, de Charles Lebrun, et même d'un peintre complètement inconnu sur lequel le musée de Caen vient d'ouvrir une grande exposition, qui est Louis Chéron, peintre protestant parti en Angleterre après la Révocation. On ne peut pas dire que ce soit au centre de l'histoire de l'art. Louis Chéron, j'ai entendu une conversation, la première fois que j'ai vu Devedjian parler avec Rosembert, il parlait de Louis Chéron, comme ça, et l'un disait à l'autre, j'ai un tableau, moi j'ai un dessin, parce que Patrick Devedjian était aussi collectionneur. Là, il y avait un point de contact, évidemment. Mais surtout, si on refait la carrière de Devedjian, on comprend exactement qu'il ne pouvait pas arriver autre chose que ce qu'on a vécu. Pourquoi ? Parce que Devedjian a été guéri de l'extrême droite par Raymond Aron. Il disait toujours, Raymond Aron a transformé en moi la boue de l'extrême droite en or de la démocratie. C'est beau. Et dans l'entourage de Raymond Aron, sa fille Dominique s'est mariée avec un jeune historien d'art qu'on a tous aimé, qu'on a tous connu, qui était à Commentaire, qui est Antoine Schnapper, qui était mon collègue à la Sorbonne, que j'ai connu. Et Antoine Schnapper, immense historien de la peinture française 17e, mais qui, jeune, était aussi collectionneur. Alors les universitaires avaient plus de facilité que les conservateurs. Et qui emmenait-il le dimanche aux puces, sous le bras ? Patrick Devedjian. Ils ont acheté, ils se sont formés, et c'est en fait un historien d'art rentré. Et donc il avait un œil extraordinaire, un vrai goût, une vraie appétence pour la collection. Et quand Rosembert lui a parlé de sa collection, il lui a parlé des choses qui lui étaient totalement familières. Et il a immédiatement compris le parti qu'il pourrait tirer de ça. Et donc, voilà, après le coup de génie de Devedjian, le double coup de génie, ça n'a pas été seulement d'accepter, ça a été de dire, j'ai un endroit qui incarnera ce projet, qui est un bâtiment que le département des Hauts-de-Seine a acheté à la fin de l'année 2016 à l'armée française, la caserne royale de Sully à Saint-Cloud, la caserne qui est dans le bas-parc, que tout le monde connaît parce que c'est ce bâtiment blanc qui vous accompagne lorsqu'on sort du tunnel de Saint-Cloud, et on croit d'ailleurs qu'on va tomber dedans, puis l'autoroute fait une courbe, et c'est ce bâtiment qu'on voit au niveau de la toiture quand on est sur l'autoroute, alors qu'en fait, bien sûr, la façade principale donne sur le quai de la Seine, et c'est un bâtiment très spectaculaire, qui est au fond le plus beau vestige du château, puisque c'est ce qui nous en reste après l'incendie du château sous la Troisième République, et c'est un bâtiment construit au XIXe siècle sous Charles X, une caserne qui abritait les gardes du corps du roi quand le roi était au château de Saint-Cloud. Donc Devedjian a trouvé, à la fois, il a eu l'idée que cette donation allait permettre de créer un grand établissement culturel, et ensuite de l'incarner dans ce lieu. Et ce lieu est tellement grand que, bien sûr, l'idée de Patrick Devedjian, lui aussi traversé par le drame du XXe siècle, famille rescapée du génocide, fils d'immigrés dont on se moquait à cause du nom difficile à prononcer, c'est que personne ne doit être sur le bord de la route, et que cette culture, elle n'est pas faite pour une élite. On ne va pas mettre les tableaux de M. Rosembert dans un petit musée dans un coin où il y aura 10 000 visiteurs par an. C'était pour faire une grande machine culturelle pour tout le monde. Et donc, la caserne était à cette échelle-là. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être choisi pour piloter ce projet. Et au fond, je pense que le fait d'être universitaire plutôt que conservateur, c'était peut-être
dans l'esprit de ces deux hommes qui m'ont fait l'honneur de me choisir, l'idée que ça serait pas inintéressant comme approche, parce que évidemment, je vois les choses un peu différemment, forcément, et notamment dans cette question de la transmission et du message qu'on va faire passer. Et donc, c'est ce projet qui s'est dessiné, qu'on appelle le musée du grand siècle, et qui est donc un musée de civilisation consacré à une période. C'est-à-dire, l'idée est de reprendre un peu la chaîne des temps. Au fond, il y a le musée de Cluny pour le Moyen-Âge national. Il y a le musée de la Renaissance qui est dans le merveilleux château d'Écouen, pas assez visité. Il y a le musée du 19e siècle au musée d'Orsay. Il y a le musée d'art moderne pour le 20e. Eh bien, il manque ce que Marc Fumaroli appelait les grands siècles, le 17 et le 18. Et nous allons nous consacrer au 17e. Et je cite à dessein Marc Fumaroli parce que c'est aussi une des pièces du puzzle, un des personnages clés de l'affaire. Parce que là aussi, par commentaire, par Raymond Aron, par l'histoire de l'art, et par la passion, Devedjian avait plusieurs passions, la musique, d'où la scène musicale, le bâtiment qu'il a fait construire dans l'île Seguin, les arts visuels dont on parle, mais aussi évidemment la littérature française et bien sûr la littérature du 19e siècle politique, Chateaubriand, Tocqueville, avec le prix Chateaubriand que présidait Marc Fumaroli à la Maison de la Vallée aux Loups. Il y avait cette connexion entre les deux hommes et Marc Fumaroli, que je connaissais bien, que j'ai vu très peu de temps avant son décès. Malheureusement, il est parti juste après Devedjian. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup porté aussi, parce qu'il a dit, voilà, il rêvait de ce musée. Il voulait qu'il y ait ce grand musée consacré à cette France du XVIIe siècle. Donc, avec des génies tutélaires comme ça, on est évidemment très, très heureux et en même temps, ça nous oblige à réussir quelque chose qui soit compréhensible pour le public, utile et qui montre l'intérêt de cette période. Musée de civilisation, vous dites ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que, et c'est ce que j'avais dit à Pierre Rosenberg comme à Patrick Devedjian, ce ne peut pas être un musée des beaux-arts. On ne va pas faire un musée des beaux-arts, voilà, parce que les plus beaux tableaux du XVIIe sont au Louvre. Les salles 17e désespérément vides de touristes, hélas, qui ne montent pas jusqu'au 2e. C'est Malraux qui avait prévenu, pas les Français sous les toits, quand on lui avait fait la proposition de mettre les tableaux français au 2e étage de la Cour Carrée. Alors voilà, donc c'est au Louvre qu'on verra les plus belles peintures françaises du XVIIe, et c'est à Versailles qu'on essaiera de voir Louis XIV entre deux restaurations un peu trop exagérées. Mais nous, on n'est ni un musée de site, on n'est pas un ancien château royal, on est une caserne 19e, qui a une architecture très sobre, et on n'est pas un musée beaux-arts parce que les collections ne suffiraient pas. Donc ce que j'ai plutôt porté comme projet, c'était l'idée de présenter un siècle dans toutes ses variétés, c'est-à-dire comme les musées que j'ai cités, on va parler de peinture, on va parler d'architecture. Il ne faut pas oublier l'architecture. L'architecture est trop absente des musées français. Alors, à Orsay, ils avaient fait ces grandes maquettes qu'on adore, le quartier de l'Opéra, tout ça. Alors, on va essayer de faire pareil pour les grands musées, les grands monuments du XVIIe. Mais on va parler aussi livre. Le livre, la politique du livre, qu'est-ce que c'est qu'un livre ? On va parler estampes, on va parler musique, on va parler théâtre, on va parler société. On peut parler politique. Alors après, il faut trouver à chaque fois les bons médias, les bons médiums pour parler de tout ça. Mais on ne va pas faire un musée pour l'entre-soi. Moi, je suis historien de l'art, plutôt versé dans l'architecture, j'aime la peinture, mais je crois aujourd'hui que pour le public, faire un musée pour expliquer la grande différence entre Laurent de la Hire et Eustache Le Sueur, je ne suis pas complètement sûr qu'on arrive à un résultat très intéressant. Parce que justement le public a changé et il faut prendre ce public-là et le monter. Il ne faut pas se désespérer. J'entends des collègues qui me disent mais les gens ne savent plus rien, etc. Bah oui, ok. Et ben alors c'est la base de départ. Ils savent rien, donc on va les faire monter. Et donc le musée se propose d'être une promenade thématique sur le XVIIe siècle. En fait, l'idée c'est ça. Chaque salle est un thème et les œuvres sont réunies dans leur diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un département peinture, puis on change de bâtiment, on va dans un département sculpture. Ça, c'est la structure du Louvre, que j'admire énormément, mais on ne va pas faire ça. On va mettre les meubles à côté des bustes, à côté des tableaux, et on va faire parler tout ça, et on va raconter... non, on ne va pas raconter une histoire. Puisqu'on est thématique, on va plutôt donner à comprendre des choses, et le public pourra y trouver des réponses sur qu'est-ce qu'on savait au XVIIe dans la science. Est-ce qu'on savait le nom des planètes ? Est-ce qu'on savait comment fonctionnait le système solaire ? Est-ce qu'on connaissait le sang, l'eau, tout ça ? Qu'est-ce qu'ils croyaient ? Évidemment, ils croyaient en Dieu. Comment marchait le système politique ? Voilà, tout ça, ça va être donné dans ce musée-là. Et les œuvres d'art, elles sont évidemment là pour leur puissance évocatrice et pour la sensibilité qu'elles peuvent donner. Et puis, on les fait parler en même temps. Au fond, c'est ce qu'on voit dans les musées dont je parlais. C'est aussi un musée historien, un peu
d'une certaine manière, on est aussi avec Alexandre Lenoir, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas complètement éloigné d'un musée qui raconte, comme ça, de salle en salle, une époque, dans sa diversité, dans sa complexité. Et on l'a appelé Grand Siècle parce que 17e siècle, c'est un peu austère comme nom de musée. Et puis parce que 17e, en chiffre arabe, en chiffre romain, en voilà encore une polémique. Mais le Grand Siècle, c'est une formule qu'on nous a déjà reprochée parce qu'on nous a dit, mais vous vous rendez compte, le Grand Siècle, c'est très daté, vous êtes en train de faire de l'apologie du 17e. Pas du tout. C'est un terme qui s'est complètement banalisé dans l'historiographie. Si vous regardez, bien sûr qu'il est parti d'une idée de grandeur qui est chez Voltaire dans le siècle de Louis XIV, qui est déjà chez Perrault, dans la lettre sur le roi et la querelle des anciens et des modernes, mais c'est devenu, dans le courant du XXe, un terme usuel relativement pratique pour dire 17e. Les historiens l'utilisent, le dictionnaire du grand siècle de François Bluch, les historiens d'art l'utilisent, la bande dessinée l'utilise, le cinéma l'utilise, et peut-être même une marque de champagne dont j'espérais le mécénat. Bref, tout ça pour dire que nous n'avons pas de volonté de faire une apologie quelconque. J'essaye toujours de tenir la barre égale entre cette idée de faire la promotion du XVIIe sous une forme de glorification et les lamentables débats dans lesquels nous sommes engagés avec le wokisme qui consiste à juger le passé, à donner la fessée à des gens qui vivaient il y a 300 ans parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ça, comme historien, je m'y oppose de toutes mes forces, évidemment, et ce n'est pas un musée pour juger, c'est un musée pour donner à voir et à comprendre. Ce que vous dites sur le fait qu'il faut prendre le public dans l'état dans lequel il est et lui proposer de s'enrichir me rappelle une anecdote que j'ai vécue. J'avais accompagné Françoise Cachin, qui était à l'époque directrice des musées de France, je crois, après avoir été la première directrice d'Orsay, à une rencontre avec le directeur à la fois du musée et de l'école des beaux-arts de Bologne. Vieux communiste blanchi sous le harnois et qui expliquait comment, ayant constaté que les étudiants de l'école des beaux-arts de Bologne avaient de considérables lacunes en matière d'histoire sainte, avait organisé des cours d'histoire sainte lui-même et disait, vous vous rendez compte, moi, vieux communiste qui était, eh bien, je pense que, en effet, il faut pas avoir peur. Vous avez prévenu une de mes questions qui était, est-ce que, compte tenu justement même bien avant que la culture woke ne soit apparue, il y a eu une sorte de basculement négatif de l'opinion à l'égard du grand siècle, à l'égard de Louis XIV. Au fond, c'est l'idée que c'est absolutisme. Et que aussi, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, les œuvres du XVIIe siècle, quelle que soit leur étonnante qualité, ne sont pas les plus visitées au Louvre. D'ailleurs, la peinture française au Louvre est extrêmement peu visitée. C'est tout à fait impressionnant. Et là aussi, ça pose la question sans doute de l'aménagement de ce musée, mais c'est peut-être pas une question que nous allons aborder dès maintenant. Juste avant que nous nous quittions, et que je vous remercie de tous ces moments qu'on a passés ensemble, le programme, le développement, quand, comment, où? Alors, nous avons été créés en septembre 2019. On a travaillé une grande année pour la donation qui est faite juridiquement. Donc la collection est devenue une collection publique, inaliénable, imprescriptible. Nous rentrons donc dans les cases de ces grandes collections publiques. Monsieur Rosenberg, avec beaucoup de générosité, s'est donc défait de ces œuvres, même si elles sont restées chez lui matériellement, parce que donc nous avons parallèlement, nous, lancé d'autres chantiers. Le premier chantier, ça a été un concours d'architecture, sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue compétitif. C'est un peu complexe, mais donc pour aménager la fameuse caserne Sully. Donc là, nous allons, dans quelques jours, recevoir les 3 projets définitifs des 3 candidats qui sont en concurrence, et le jury se réunira en mars prochain, mars 2022, pour désigner le lauréat, qui sera notre partenaire, donc à partir de là, pour la finalisation du projet, le dépôt de permis de construire, puis le chantier, qui nous amène à la fin de l'année 2025. Donc l'année 2022 sera marquée par le concours d'architecture avec la proclamation du lauréat, par des fouilles archéologiques très importantes sur le site que le département paye de sa poche et assume politiquement, parce que on fait les choses dans l'ordre, on fouille pas pendant le chantier, comme ça s'est fait dans tant de cas, et y compris au Grand Louvre dont on parlait. Donc on fouille toute la parcelle. C'est une parcelle en bord de Seine, donc forcément très riche, ancien jardin, donc un territoire scellé, comme disent les archéologues. Et puis le permis de construire et le chantier début 2023, avec une transformation très douce de la parcelle et des intérieurs. Nous démolissons quand même
beaucoup de bâtiments parasites de l'armée sans valeur architecturale pour libérer la parcelle des vues sur le parc de Saint-Cloud, où nous ouvrons des portes avec le CMN, nos voisins, des vues sur la Seine, où nous allons, le Centre des Monuments Nationaux, qui s'occupe du parc de Saint-Cloud, propriété de l'État, et donc nous allons dédensifier la parcelle. Ça, je le dis parce que dans l'Île-de-France, qu'on bétonne tous les jours, que Dieu fait, voilà une chose qui est quand même une bonne nouvelle. Donc le département des Hauts-de-Seine s'est donné vraiment les moyens de faire un très beau projet. On va refaire aussi le carrefour d'entrée, la place Clémenceau de Saint-Cloud, qui est un endroit relativement dangereux pour les piétons depuis que les ingénieurs de Pompidou avaient essayé de régler le cas. Donc nous allons détruire cette place, il y a eu une enquête publique, et pouvoir faire un parvis piétonnier devant le musée, planter un peu d'arbres pour donner un peu de vie à cet endroit qui est dur aujourd'hui. Et donc en attendant cet énorme champ chronologique pour les médias, parce que 2026, l'ouverture du musée, c'est quand même dans très longtemps, j'avais sollicité Patrick Devedjian sur l'idée de faire une préfiguration dans un lieu qui permettrait de recevoir déjà le public. Parce que mon idée, c'était quand même qu'on puisse tout de suite montrer une partie de la collection Rosenberg sous forme d'exposition, des acquisitions, car Patrick Devedjian, naturellement, avait tout de suite accepté l'idée qu'on ferait des acquisitions pour compléter ce qu'il n'y a pas dans la donation Rosenberg sur le 17e. Par exemple, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de mobilier, mais c'est normal, il ne pouvait pas tout collectionner. Et donc, ce pavillon de préfiguration a ouvert le 10 septembre dernier au Petit Château de Sceaux. C'est un endroit assez délicieux. Alors là, pour le coup, c'est un bâtiment du XVIIe siècle, de 1661, qui était en fait un hôtel particulier à côté de l'église du village. Et puis, Colbert l'a acheté, l'a intégré dans son parc. Donc, on l'appelle Petit Château pour le séparer du grand château que tout le monde connaît, qui est le musée, ancien musée de l'Île-de-France, devenu le musée du domaine de Sceaux aujourd'hui, qui a fait tout son raccrochage l'année dernière. C'est passé inaperçu, hélas, avec le Covid, mais c'est un très beau musée et un parc magnifiquement entretenu. Patrick Devedjian y tenait beaucoup. Donc nous sommes là. Nous sommes à la fois dans un domaine départemental, mais pas encore à Saint-Cloud. Donc il y a deux lieux. Et nous avons reçu des milliers de visiteurs depuis l'ouverture, avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de groupes sont venus nous voir, les amis de musée, les grands frères, le Louvre, Versailles, les collègues. Donc c'est un endroit qui nous sert à incarner le projet, à expliquer ce qu'on fait, à montrer aux contribuables les acquisitions, parce que c'est l'argent du contribuable. Moi, je tiens beaucoup à ça. C'est pas caché. Et donc l'exposition inaugurale se termine le 24 décembre. On va se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé, et l'année prochaine, on proposera 2 expositions pour le public. Une exposition sur les dessins de Monsieur Rosenberg. Nous sommes l'institution invitée du Salon du dessin, le merveilleux Salon du dessin qui se tient au Palais de la Bourse chaque année à la fin du mois de mars. Il y a toujours un musée invité. Cette année, ce sera nous. Donc il y aura 60 feuilles de Pierre Rosenberg avec un catalogue. C'est notre premier livre. On est très émus. Et puis à la fin de l'année, pour un public complètement différent, on va présenter des animaux de verre qui sont des choses absolument étonnantes. Monsieur Rosenberg dit quelquefois en rigolant que c'est son mauvais goût. Et je dois dire que l'exposition des animaux de verre qui a eu lieu cet été 2021 à Venise, qui était très bien faite, très drôle, avec une scénographie très, très amusante, a amené un public formidable. Et donc ça montre qu'il y a un intérêt pour ces objets d'art qui sont complexes. Peut-être que pour 20 €, on les aurait pas achetés en passant sur le Rialto, mais ce sont des vraies pièces soufflées à Murano par les grandes familles traditionnelles qui sont en voie de disparition, comme vous le savez. Donc c'est le patrimoine des Vénitiens, c'est pour ça que Pierre Rosenberg essaie aussi de les intéresser à ça. Mais en prenant une approche famille-enfant, avec une mise en scène très ludique, ça a rencontré un vif succès. Et je pense que nous qui avons accepté aussi cette partie de la donation, ça montrera des œuvres très intéressantes techniquement et esthétiquement. Ça ouvrira sur une dimension onirique qui n'est pas très présente dans nos musées. Et puis surtout, ça montrera le caractère facétieux de Pierre Rosenberg, parce que c'est ça aussi qui est au cœur de ce personnage. C'est un immense savant et c'est un homme très facétieux. Et cette combinaison, peut-être je pourrais dire ashkénaze, est vraiment formidable. Donc on a de la chance de travailler avec lui. Alexandre Gady, merci beaucoup. Merci.